Il y a trois écoles de pensée qui marquent le développement international. Et dans chaque école, il y a aussi des variétés à travers du temps. Donc, en général, on parle de trois écoles. L'école dominante, l'école marxiste et l'école critique. Dans l'école dominante, on parle souvent de la théorie de la modernisation, qui était un groupe de théories qui était très influentiel dans les années 50 et 60. Après la théorie de la modernisation, on avait toujours dans l'école dominante les théories néolibérales, qu'on peut diviser dans deux sections, des théories néolibérales radicales des années 80 et la première moitié des années 90, et les théories néolibérales institutionnelles qui datent de la deuxième moitié des années 90 et aussi les années 2000, en fait, le moment actuel. La deuxième grande école de pensée dans le développement, c'est des écoles plus ou moins, on peut dire, marxistes, mais dans un sens plutôt flexible. Donc, on peut parler des théories des impérialismes qui datent du début du XXe siècle, surtout des années 10 à 30. Ensuite, les théories de la dépendance qui datent plus ou moins des années 60 et 70. Et après ça, l'école marxiste beaucoup moins influentielle, surtout après le déclin de l'Empire soviétique. Finalement, on peut parler de l'école critique. Donc, l'école critique il y avait certainement l'école marxiste a été critique dans son propre moment, mais après le déclin de le marxisme, on voit une autre école critique qui est basée plutôt sur les études postmodernes qui ont surgi dans les années 90. Donc, à partir des années 90, l'école critique plus importante, c'est cette école dite post-développement ou après le développement qui date des années 90 et continue jusqu'à aujourd'hui. Typiquement, on ne considère pas l'époque de colonialisme parmi les théories de développement international. Le développement des territoires conquis n'était pas le but principal de l'entreprise coloniale, à part dans certaines régions où les pays européens avaient le but de peuplement comme l'Australie ou le Canada. Dans les capitales européennes, la domination politique et économique des pays pauvres ont été justifiées par un certain concept vague et mystifié. Par exemple, les pays européens croyaient que l'histoire des pays pauvres a commencé avec le colonialisme, qu'il n'y avait rien d'importance avant l'arrivée des Européens. Et donc, ils ont justifié leur présence en utilisant certains concepts comme le fardeau de l'homme blanc, qui revient du poème fameux de Rudyard Kipling, qui ont exprimé une certaine obligation des pays plus civilisés, dites civilisés, de travailler et aider les pays barbares à devenir civilisés. C'était la justification qu'on trouvait surtout dans le cas anglais, mais dans le cas français, la même idée était exprimée avec le concept de la mission civilisatrice de la France. Dans ce sens, l'idéologie du XIXe siècle prônait la tutelle des pays pauvres par les pays riches, ou les pays européens à l'époque. En fin de compte, les puissances européennes n'ont pas fait beaucoup en termes de développement.
Tout le long des périodes coloniales, les puissances européennes ont cherché d'exploiter les ressources, de bénéficier du commerce international, mais ils ont très peu investi dans l'infrastructure et le développement. En fait, elles préfèrent de confier les tâches même de conquérir et de gouverner ces pays ou ces régions par des entreprises privées, comme le célèbre cas de la conquête de l'Inde à travers la compagnie de l'Inde orientale ou dans le cas de l'Afrique du Sud par la compagnie de Cecil Rhodes. Un débat central dans l'étude du développement est sur le rôle approprié des États et des marchés dans le processus de développement économique. Mais ce problème est peut-être mieux exprimé par la distinction entre lequel est pire, les défaillances de marché ou les défaillances de l'État. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec la théorie de modernisation et aussi en fait les théories de dépendance, l'approche était de souligner les problèmes associés avec les défaillances de marché. Dans ce contexte, on pensait que l'État peut intervenir dans les marchés pour promouvoir le développement économique. Donc, cette idée a été la manière de faire le développement entre 1950 et la fin des années 70. De plus en plus, on voyait que le problème n'était pas les marchés, le problème était l'État. Donc, dans les années 70, c'était le début de la révolution néolibérale. Et la base de la révolution néolibérale était cette idée que le problème était l'État et la façon d'avancer dans le développement, c'était de libéraliser les marchés et de réduire l'ingérence de l'État dans les marchés. Au début des années 90, cette orientation néolibérale est vulgarisée par l'économiste américain John Williamson comme le consensus de Washington. Avec cette terminologie, il voulait faire référence à ce consensus sur les politiques appropriées pour le développement international partagé par les institutions plus importantes avec une base à Washington, D.C., c'est-à-dire la Banque mondiale, la FMI, la Banque interaméricaine de développement et le département d'État des États-Unis. Mais après un certain temps, il devient évident que les politiques néolibérales ont eu des effets néfastes, surtout dans les pays plus pauvres. Au cours des années 90, il y avait un changement dans l'approche à le néolibéralisme. C'est-à-dire le néolibéralisme radical des années 80 et le début des années 90 ont été remplacés par une approche dite institutionnaliste. Cette approche valorisait les institutions et le rôle de l'État dans le développement international. On se trouve dans cette époque actuellement. Si le néolibéralisme l'emporte, cela n'est pas effectivement la fin de l'histoire. En réalité, une culture n'existe jamais sans une contre-culture. Et dans la pensée économique sur le développement, le contre-culture est la pensée sur le post-développement. Au lieu de mettre l'accent sur la croissance économique, le post-développement met l'accent sur les cultures, la différence, la diversité, le potentiel des gens pauvres à faire des décisions pour améliorer leur propre vie.
Et d'un certain sens, on peut dire que le post-développement rejette l'entreprise du développement lui-même. On voit des fois que le développement n'a pas amélioré les conditions de vie des gens pendant 50 années. Donc, le post-développement propose qu'on cherche une autre voie. Certes, ces théorisations des post-développement ne constituent pas un programme de développement. C'est-à-dire, il n'y a pas une réponse à des vrais problèmes de pauvreté qui affectent beaucoup de gens dans le monde en voie de développement. Dans ce sens, on voit le limite. C'est une critique, mais ce n'est pas un projet. Cependant, il y a certains concepts qui viennent de la littérature sur le post-développement qu'on utilise toujours, que les institutions du développement ont incorporés. Les concepts comme le développement par la base, la participation, le empowerment, sont tous les concepts qui ont sus origine avec le post-développement, mais qui sont toujours incorporés par les grandes institutions de développement comme la Banque mondiale.